Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette nouvelle émission de Histoire à dormir debout. Alors, je suis en compagnie de Charles Dagneault. Bonsoir, Charles. Bonsoir, André. Alors, ce soir, on va avoir des sujets un petit peu plus joyeux que ceux qu'on a des fois. On va parler de... On va être un petit peu dans le domaine de la fumisterie et du trucage, etc. Toi, tu vas nous parler d'un concours pour gagner une capsule spatiale et qui t'a fait rêver, apparemment. Alors, et moi, ça faisait longtemps qu'on se disait qu'on ferait une émission pour en parler. On va parler de la lutte. Alors, dans quelques instants, mais en attendant, on va commencer de ce fameux concours, le concours Revel de la capsule spatiale Gemini en 1967. Et c'est d'ailleurs un des sujets où je suis personnellement lié à ça d'une façon. Pour ceux qui ont pas 40 ans aujourd'hui, à l'époque pré-informatique, la jeunesse, on avait plusieurs loisirs, puis un qui a été le mien, puis qui l'est encore d'ailleurs, c'est ce qu'on appelait à l'époque des kits de plastique ou kits à coller, boîtes de construction. Ça se vendait à $1, et puis il y avait lors de l'invention de l'injection, du moulage par injection, l'industrie a pris du ressort et puis on pouvait se procurer des maquettes d'avions à l'époque pour $1. On est à ce moment-là en 1966, j'ai 11 ans, mon père à Noël m'achète la première maquette sérieuse. Il s'agit de la capsule Gemini. On est à l'époque en plein milieu de la conquête spatiale, tant du côté URSS que du côté américain. Le programme Gemini, c'est très avancé pour l'époque. Il y a 2 cosmonautes, astronautes, parce que ce sont des Américains. À l'intérieur, on va faire les premiers rendez-vous spatiaux. Et puis, Revell, cette compagnie-là, était reconnue à l'époque pour sortir des modèles et des maquettes de trucs qui étaient niés par le gouvernement. C'est une petite parenthèse en passant, comme les avions espions, entre autres le U-2, le SR-71. Les maquettes existaient, mais le gouvernement niait que les appareils existaient. Sauf que ça démontre que ces compagnies-là, Revell, qui est devenue aujourd'hui une multinationale du hobby, à l'époque, elle avait des liens avec la NASA, entre autres, et McDonnell Douglas, qui étaient justement ceux qui développaient la capsule Gemini en question. Alors, tout y était. Là, pour un jeune de 11 ans, là, c'est très complexe. Là. On a toutes les piles à combustible, les télécommunications, les antennes, les écoutilles, les astronautes, tout est là. Ça m'a pris assez longtemps pour la réaliser, mais à l'intérieur de la boîte, il y avait ce pamphlet-là où on voyait un jeune homme, un kid, un jeune, dans une capsule spatiale grandeur nature, et c'était marqué « Vous pouvez gagner une capsule spatiale grandeur nature en participant au concours. » Ça et d'autres prix aussi. Ça m'a fait rêver, parce qu'à l'époque, on allait au cinéma le samedi après-midi, puis quand on revenait, on prenait 3-4 chevalets de bois, un carré de sable, des bouts de planche, et on fabriquait l'hélicoptère qui s'était perdu où sont les dinosaures. On mettait un panier avec des planches, ça devenait le rotor, une planche de bois avec des couverts de conserve, c'était le tableau de bord. Mais là, c'est un autre niveau, ça. Là, on a une capsule spatiale réelle avec tout le tableau de bord, les switches, les écoutilles. Ah, ça m'a fait rêver. Je me voyais déjà là, avec ça sur la galerie à l'arrière de la maison, chez mon grand-père, et puis dans la cave avec des walkie-talkies, la salle de contrôle. C'était le rêve, puis je ne suis pas le seul qui a rêvé de ça, d'ailleurs. Hein. Parce que là, il faut réaliser qu'il n'y a pas d'Internet, on n'a pas de jeux électroniques, on n'a rien. Tout se passe à l'époque, la créativité, l'imagination, à l'intérieur de nous autres. Fait que, une planche de bois devient tout ce qu'on veut qu'elle devienne, finalement. Mais non, plus que ça, on a un simulateur. Alors, voici que je veux gagner ça, j'en rêve, je prends le dessus de la boîte ou un facsimilé, comme disait à l'époque, et puis j'envoie ça aux États-Unis, Post Canada. Et évidemment, pendant 1 an, la capsule a été... j'ai fabriqué la maquette, je passais à d'autres choses, j'en ai rêvé, puis tout d'un coup, on oublie ça, hein, ces affaires-là. Mais au cours des années, je revoyais toujours le gars dans sa capsule spatiale, puis je me demandais, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a gagné ça pour vrai? En 2017, j'ai recommencé un peu, ça m'est revenu, puis là, j'ai fait des recherches sur Internet. Et oui, le concours était vrai. Voici comment ça s'est fait. C'était un stand publicitaire.
La capsule spatiale en question, c'est ce qu'on appelle dans le métier un mock-up ou une maquette grandeur nature qui est étudiée, qui sert à des fins d'études pour développer des projets. Lorsque l'étape est passée, cette capsule-là devient du surplus. Elle avait coûté 5 000 $ pour la fabriquer. Jamais un concours offrait des prix de cet ordre-là. C'était énorme. Mais il faut dire aussi que les autres prix étaient alléchants parce on gagnait en plus toute la ligne des maquettes de Revell, une guitare électrique Vox Serenader et toute une déclinaison de prix. Il y a eu plus de 200 gagnants au concours. Évidemment, je n'étais pas là parce qu'un an plus tard, j'ai reçu une réponse comme de quoi que les Canadiens n'étaient pas éligibles pour le concours aux États-Unis. Ça, c'était pas mentionné. D'ailleurs, tout était en anglais. C'était avant la loi 101, évidemment. Donc, je comprenais l'anglais un peu, mais pas assez pour lire le texte au complet. Si je l'avais lu, peut-être ça aurait refroidi mes ardeurs, là, soit dit en passant. Là. Maintenant, McDonnell Douglas, une fois les études terminées avec ces prototypes-là, ils décident de les donner à des musées. Ils ne savent pas exactement dans quel musée ça va aboutir. Ça va-tu être au Smithsonian? Donc, Revell, avec ses entrées, lui a proposé, garde, pour déterminer l'endroit où va atterrir la capsule spatiale, pour ainsi dire, on va organiser un concours, on va la faire tirer. Si on lit le texte aujourd'hui en anglais, c'est dit « Imaginez la fierté, la célébrité que vous connaîtrez quand vous remettrez votre capsule spatiale au musée de votre municipalité. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu gagnes ça, tu ne peux même pas la garder. Il faut que tu la donnes au musée, ce qui était le but original. Mais Revell, dans un geste que je trouve très, très, très noble aussi, désirait faire la promotion de la science, de l'exploration spatiale et de mousser ça, ni plus ni moins, auprès du jeune public. Quoi de mieux que de faire des maquettes, puis quoi de mieux aussi que d'avoir une capsule spatiale grandeur nature. Alors, si on lisait là, comment tout ça allait se produire, la capsule spatiale allait être amenée sur place à l'intérieur par un transporteur, un Super Guppy, qui était un avion très, très gros qui servait justement au transport des composantes des fusées, entre autres, mais finalement est arrivé par train. Il y a un jeune scout de 13 ans de Portland, en Oregon, Robbie Allen Henshaw, c'est lui qui a été l'heureux gagnant de ça. Ce qui existe, c'est une photo du gagnant, de même les deux bras en l'air dans la capsule spatiale, mais c'est la seule fois qu'il a touché finalement, parce qu'elle est arrivé du train, il a embarqué dedans, la photo fut prise, et puis ça aboutit au musée, où elle est encore d'ailleurs. Fait que si on va aujourd'hui sur Internet avec Google, on peut voir la fameuse capsule spatiale qui m'a fait tant rêver pendant toutes ces années-là. Alors, il n'y avait vraiment jamais été question de donner ça à une personne. Non, c'est là l'astuce. Parce que, comme Douglas allait de toute façon transférer l'artefact, la capsule spatiale, dans un musée, Revell ont décidé de faire un concours avec ça pour déterminer où elle allait aboutir finalement. C'était ça l'entente. Mais c'était présenté d'une façon qui disait « Hey, les jeunes, tu vas gagner une capsule spatiale. » Moi, je me voyais déjà dedans, là, tu sais, puis je suis certain qu'il y a des milliers de participants qui ont rêvé la même chose. Là, c'est dans la capsule spatiale qui est un simulateur parfait. Et puis là, bien, moi, j'aurais été Pete Conrad, moi, là. J'aurais été John Glenn ou bien Gus Grissom dans la capsule spatiale. Là, il y avait un centre de contrôle dans la cave avec des walkie-talkies pour qu'on puisse se parler. Puis les amis qui auraient été dans l'autre siège, bien, ça aurait été Ham le singe, finalement, là, spatial. Tu sais, on aurait été le roi de l'espace avec ça. C'est drôle de parler d'un rêve comme ça, mais à l'époque, les maquettes de plastique, je ne peux pas dire comment j'ai passé d'heures ici à Victoriaville, à la Tabagie-la-Rivière, qui vendait ça. Une maquette, à l'époque, énorme, se vendait 30-35 $. C'était un gros montant. La même maquette, aujourd'hui, en styrène, elle se vend pas loin de 400 $. Les avions au 144, la petite échelle, qu'on achetait une pièce et demie, c'est 35 $ aujourd'hui. Donc, on pouvait se permettre, à l'époque, d'en construire en série au prix qui était une pièce. Je sais que mon argent de poche passait tout le temps dans ça. Et puis, M. Larivière, à chaque fois qu'on achetait une maquette, il me demandait « Est-ce que tu veux de la colle avec ça? » Un tube de colle, tu vas faire une centaine de maquettes avec ça. Bien, voilà. Je le revois encore qui nous offrait ça. Puis ce passe-temps,
il n'a pas disparu aujourd'hui. Au contraire, avec l'avènement d'Internet, des nouvelles technologies, il a connu un regain très, très long. Mais j'oublierai jamais la capsule spatiale, même encore aujourd'hui, à l'âge que je suis rendu. C'est un délicieux souvenir d'enfance que je chéris. C'est des choses qu'on Et perd voilà. pas. Et puis, c'était tout simplement le coup de gag de marketing. Eh bien. Et voilà. Voilà. Alors, parlant de gag, moi, je vais parler de la lutte. Alors, on avait eu une conversation à un moment donné, puis on s'était dit qu'il faudrait aborder. Alors, la lutte, évidemment, je vais aller plus vers la lutte professionnelle. Ce qu'on appelle la lutte ici au Québec, que nos amis français appellent le catch, nos cousins. Mais, évidemment, la lutte comme sport est probablement le plus ancien sport. On regarde les animaux qui jouent entre eux, sans aucun doute que nos ancêtres préhistoriques faisaient pareil. Pratiqué pour le plaisir, puis aussi comme autodéfense, technique d'autodéfense. Il y a des formes de lutte dans toutes les cultures. Bien sûr, on connaît la Grèce antique, où c'était une discipline olympique. Le pancras. Avec le pancras. Il y avait la lutte, il y avait la boxe, et il y avait le pancras, qui était un peu l'ancêtre de nos arts martiaux mixtes aujourd'hui. En Asie, évidemment, ça a donné naissance à tous les arts martiaux, judo, jiu-jitsu, ainsi de suite. On connaît le sumo au Japon. Il y a des formes de lutte traditionnelles de la Mongolie à l'Inde, partout dans le monde. Sans oublier la lutte olympique aussi. La lutte olympique aujourd'hui qui est revenue avec le mouvement olympique. Donc, mais là, je vais me diriger vers la lutte spectacle, c'est-à-dire ce qu'on appelle le catch. Qu'aujourd'hui, on n'a plus de scrupules à dire que c'est une forme de théâtre, en fait. Une forme de théâtre athlétique. D'ailleurs, le promoteur américain Vince McMahon, qui est à peu près le seul gros promoteur qui reste dans le monde, a baptisé ça « Sports Entertainment ». Alors, du divertissement sportif, si on veut. Mais pendant longtemps, il ne fallait pas le dire que c'était arrangé. L'origine de ça, de la lutte, part des formes de lutte qu'on utilisait dans des cirques au départ. Souvent, les cirques, au 19e siècle, avaient un lutteur, un ou plusieurs lutteurs dans leur... faisaient partie de ce qu'on appelle les sideshows, c'est-à-dire à côté du spectacle principal. Et souvent, il y avait un défi qui était lancé à les gens dans la salle, n'importe qui veut essayer de battre notre champion, etc. Et évidemment, les gens, souvent c'était un professionnel, les gens étaient un peu hésitants. Puis même l'homme fort du lieu, souvent, il allait puis il se faisait battre parce qu'il n'y avait pas la technique, etc. Donc, il fallait mousser un peu le spectacle. Alors, une des méthodes, c'était qu'on avait d'autres lutteurs qui se cachaient dans la foule. Et quand le spectacle, le cirque était en ville pour plusieurs jours, bien là, vous aviez un lutteur, mais habillé en civil, comme un spectateur, qui disait « Moi, je l'accepte, le défi. » Et là, il allait affronter le lutteur principal, et il se laissait battre. Ce qui donnait aux autres personnes « Ah ouais, ça peut être intéressant. Peut-être que je suis capable de le battre. » Et là, il y avait des gens qui relevaient le défi et qui allaient et qui, la plupart du temps, se faisaient battre. Et là, il y avait des paris et ça amenait des revenus au cirque. Et s'ils gagnaient, une fois de temps en temps, bien, il y en a un qui gagnait, ça passait au perte et profit, tout ça. C'est comme ça que la lutte est devenue tranquillement arrangée. Ici, à un moment donné, ça s'est séparé des cirques. C'est-à-dire que les cirques ont continué leur chemin, puis les troupes de lutte ont continué à faire autre chose. Et là, il y avait toujours un des lutteurs qui s'appelait un accrocheur, un hooker. Ça, c'était le lutteur principal. C'était lui le champion. En général, en fait, ce qu'il y avait, c'est qu'il était vraiment bon et il était capable d'immobiliser un adversaire par une prise, par n'importe quelle prise. Donc, c'est lui qui était le champion de l'organisation et il pouvait toujours lancer des défis, des gens qui veulent s'essayer, etc. Mais évidemment, de temps en temps, il arrivait un champion d'une autre troupe qui, lui, disait « Moi, je le mets au défi. » Et là c'était plus arrangé. Ou, des fois, ça l'était. Ils s'entendaient entre eux autres. Puis, bon, ça va être toi qui vas gagner. Puis, quand on passera en tournée dans l'autre ville, c'est moi qui gagnera, et ainsi de suite. Et c'est devenu un spectacle en soi. Évidemment, à mesure que ça se... Au départ, on parlait vraiment de lutte, c'est-à-dire de mouvements tirés de la lutte gréco-romaine ou de la lutte professionnelle, prise de tête, de la lutte olympique, prise de tête, déhanchement, des choses comme ça. Avec le temps, pour améliorer le spectacle, on a autorisé de plus en plus de mouvements.
C'est là qu'on s'est mis à avoir les ciseaux, les clés de jambes, ainsi de suite. Le coup de la corde à linge. Et éventuellement, on est passé aux manchettes, au coup à main ouverte, et au coup d'épaule, aux savates, au coup de la corde à linge, etc. Et ça a pris de plus en plus de place. On peut même le voir. Moi, je me souviens, quand j'étais petit, je regarde on peut voir même sur YouTube des vieux vidéos de lutte, et on peut voir qu'il y avait beaucoup plus de prises à l'époque, autrefois, qu'il y en a aujourd'hui, et beaucoup moins d'acrobatie. L'acrobatie, c'était plus occasionnel. Donc, ça commence dans des cirques, et ça émigre des cirques, ça devient un spectacle en soi, et ça va s'étendre dans le monde. Ça commence en Europe. Dans les années 1840 à 1860, il y avait des troupes de lutteurs professionnels indépendants qui se promenaient de Bordeaux à Saint-Pétersbourg, en passant par Lyon, Vienne, Berlin, Varsovie. Il y avait l'organisation de lutte professionnelle de Saint-Pétersbourg, qui était la plus grosse en Europe à l'époque, donc une organisation russe. Et il y avait des filiales à travers l'Europe, sauf en Angleterre, où ça n'a pas marché. Là, c'est la boxe qui était le noble art. Et là, avec la boxe, on est dans d'autres choses. Entre autres, on n'est pas dans le spectacle, on est vraiment dans la compétition. Et là, de l'Europe, bien, ça a immigré en Amérique, notamment au Mexique, avec l'invasion française au Mexique dans les années 1860. C'est des soldats de l'armée française, la Légion, qui sont restés au Mexique et qui ont lancé des premières troupes de lutte, de lutteurs. Et au Mexique, ça va devenir très gros et très important. C'est une religion, pratiquement la lutte professionnelle au Mexique, je vais y revenir. Et là, c'est aux États-Unis, vraiment, que la lutte de façon moderne va naître, notamment dans les années 1920, avec des gens qui, aujourd'hui, sont légendaires, notamment un certain Frank Gotch, qui était d'origine allemande, qui est devenu le champion des États-Unis en 1904, qui a vaincu un champion russe qui s'appelait George Hackenschmidt, qui lui était invaincu en Europe, à Chicago en 1908. Et là, il est devenu le premier champion du monde, parce qu'on sait que les champions du monde en lutte, ça va pulluler à un moment donné. Et après la Première Guerre mondiale, c'est un dénommé Ed Strangler Lewis. L'étrangleur. Oui, qui va devenir le champion et en même temps promoteur, et qui vont relancer la lutte. Il existe, on peut encore voir des vidéos de Ed Strangler Lewis. C'est le premier, probablement le plus ancien, dont on peut voir des vidéos. Il y a aussi, déjà à l'époque, on commençait à avoir de la lutte de femmes. Ça étonne aujourd'hui quand on dit ça, mais il existe des vieux films vraiment du début du siècle où déjà on a des combats de lutte de femmes. Ed Strangler Lewis et certains de ses copains vont aussi inventer les combats par équipe. Tag team wrestling, qui aujourd'hui sont extrêmement populaires parce que ça permet de prolonger le spectacle parce que les gars se reposent pendant qu'ils sont à l'extérieur de l'arène, ils font des relais. Alors, ça permet des combats beaucoup plus spectaculaires. Et puis, à carte, il y a toutes sortes d'interactions qui sont possibles, dont la plus classique, c'est les deux méchants qui tapent sur le bon dans un coin pendant que l'arbitre ne voit rien parce qu'il dit à l'autre bon de s'en retourner dans son coin. C'est un peu la commedia dell'arte aussi, la lutte. Donc, au Mexique, ça s'appelle la lucha libre. Et comme je dis, ça va devenir très populaire depuis les années 1860. En 1933, vont fonder la Empresa Mexicana de Lucha Libre, qui est la grande fédération mexicaine de lutte qui existe encore aujourd'hui. Et un dénommé Rudolfo Guzman va décider de se mettre un masque. Il faut dire que très vite au Mexique, ça va devenir courant. Presque tous les lutteurs vont porter des masques. Un certain El Ciclone a été le premier à porter un masque dans les années 30. Mais Rodolfo Guzman, lui, va lutter sous le nom, avec un masque argenté, va lutter sous le nom de El Santo. Et il va devenir non seulement une vedette de la lutte, mais une vedette du cinéma, parce qu'il va faire de nombreux films ou de super-héros, en fait, où il fait le super-héros avec son masque. Masqué. On va voir aussi au Japon, là aussi, après la Deuxième Guerre mondiale, un certain Rikidozan, qui était au départ un lutteur de sumo, mais qu'on n'acceptait pas dans les fédérations de sumo parce qu'il était d'origine coréenne. Et les Coréens au Japon, c'est des gens qui sont vraiment en bas de la... Alors, il va se lancer dans la lutte professionnelle et faire accepter ça au Japon. Là aussi, au Japon, la lutte professionnelle, c'est très important. Ce qui est particulier au Japon, c'est que pendant longtemps, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais c'était le seul pays où les lutteuses étaient payées le même prix que les lutteurs. Parce que
les lutteuses japonaises étaient vraiment très spectaculaires. Beaucoup plus que les lutteuses nord-américaines pendant très longtemps. C'est moins vrai aujourd'hui, mais c'était vrai à l'époque. Et on va voir apparaître aussi, au Japon, va se développer une tradition particulière. On va en parler, les lutteurs japonais aimaient tester leurs adversaires, voir s'ils étaient vraiment tough, ça a amené certains à affronter des gens qui étaient dans d'autres sports. Et le plus célèbre, ça va être Antonio Inoki, qui est le Hulk Hogan du Japon, si on veut, une grande vedette de la lutte, qui va entre autres affronter Mohamed Ali dans un match qui va être un peu décevant, mais quand même, dans les années 70. Au Québec, un certain Eddie Quinn arrive à Montréal en 1939 et se met à faire la promotion de la lutte, va devenir le gérant de plusieurs lutteurs, dont Yvon Robert, qui va être la légende de la lutte au Québec. En fait, il y a beaucoup de gens on a oublié ça aujourd'hui. Mais dans les années 1950, au Québec, Yvon Robert était aussi populaire, égal que Maurice Richard. C'était une vedette à ce point-là. Et Édouard Carpentier, qui va arriver de France et qui va amener l'acrobatie dans la lutte, il était très important de ce côté-là. Et le Canada va devenir vraiment une mecque de la lutte. Dans les années 50, en Amérique du Nord, c'est des lutteurs canadiens qui sont la plupart des grandes vedettes, qui dominent réellement. Parmi les plus célèbres, Vladek Killer Kowalski, qui va se faire appeler Killer parce que, par accident, il a arraché l'oreille d'un de ses adversaires une fois, mais ça va faire la une des journaux et ça va faire sa popularité. C'est un colosse, il faut dire, très spectaculaire par lui-même, qui venait de Windsor, Ontario. Quand il luttait au Canada, quand il luttait aux États-Unis, il disait qu'il venait de Détroit. Ça, on va voir ça aussi. Don Leo Jonathan, qui, lorsqu'il luttait aux États-Unis, venait de Vancouver. Lui, il faisait le contraire. Quand il luttait aux États-Unis, il venait de Vancouver. Quand il luttait au Canada, il venait de Salt Lake City. Originellement, il était de Vancouver, cependant. Bien sûr, Mad Dog Vachon. Maurice, Mad Dog Vachon, qui va avoir son surnom après avoir un peu malmené un arbitre et un agent de sécurité durant un match un peu trop enlevé, puis un juge qui va lui coller une amende et va le traiter de Mad Dog, le nom va lui rester. Chief Don Eagle, qui venait de Kanawake, qui va être le premier Indien à venir dans le ring avec ses plumes et à devenir célèbre. Parmi les grandes vedettes québécoises aussi, bien sûr, les Rougeaux, et d'autres, c'est moins connus qui sont québécois. Le premier méchant allemand de l'histoire de la lutte aux États-Unis, qui se promenait aux États-Unis en disant que lui, il venait d'Allemagne et que les Américains, c'était des décadents et qu'il allait leur donner une leçon et que quand Hitler reviendrait, c'est lui qui fasciste de la lutte. C'est ça. Hans Schmidt. En réalité, Guy Larose, ancien policier de Saint-Jérôme, au nord de Montréal. Ivan Koloff, le méchant russe. Donald Paris, qui venait de Montréal, il a raconté qu'il a créé son personnage de russe en voyant des entrevues avec des spécialistes soviétiques à la télévision. Il a imité l'accent, et le reste, c'est Mad Dog Vachon qui a imité. Abdullah the Butcher, alias Lawrence Robert Reeves, de Windsor, Ontario. Abdullah, grande vedette de la lutte aussi, qui a lutté beaucoup plus longtemps que plusieurs, en grande partie parce qu'il devait de l'argent. Parce qu'à un moment donné, lui, il avait l'habitude de couper ses adversaires avec des lames de rasoir, des choses comme ça. Puis une fois, apparemment, l'objet qu'il avait utilisé n'était pas très bien aseptisé et malheureusement, son adversaire a attrapé une hépatite à cause de ça. Donc, il a tenté une poursuite à Abdullah pour 1 million et quelques qu'Abdullah n'avait pas. Donc, il est obligé de lutter longtemps pour continuer à payer. On a eu Dino Bravo, neveu de Vic Cotroni, qui a connu une fin tragique, mais son vrai nom était Adolfo Bresciano, c'était une grande vedette. Rick Martel, alias Richard Vigneault, qui a été champion du monde de la AWA des années 80, il venait de Québec, lui. On lui avait fait un battage publicitaire incroyable à l'époque. Je parlais des Japonais tantôt. Il y a tout un vocabulaire dans la lutte. Vous avez ce qu'on appelle le fixe. Ça, c'est... Il faut faire semblant que ça fait mal quand quelqu'un nous prend une prise. Alors, on tape dessus la reine, etc. C'est des mouvements que les lutteurs apprennent. Ils appellent ça de fixe. Et il y a dans la lutte ce qu'on appelle des stiffs. Un stiff, ça, c'est un lutteur. Il veut absolument pas qu'on puisse dire que c'est arrangé. Parce que, comme je l'ai dit, jusqu'aux années 80, on ne le disait pas. À peu près tout le monde le savait, mais officiellement, non. Donc, pour pas que ça ait l'air arrangé, bien, vous savez, quand vous êtes devant un public en direct et que vous donnez un coup d'avant-bras à quelqu'un et vous voulez que ça aille vrai, il n'y a pas 50 solutions, on frappe pour vrai. Au Québec, on avait Anne Schmidt qui était reconnue pour être comme ça.
Et Mad Dog Vachon aussi, Il d'ailleurs. encaissait, là. Oui. Et c'est, quand je parlais du Japon tantôt, que des lutteurs japonais sont allés affronter des vrais lutteurs, des vrais combattants de différents sports, c'est parce qu'eux autres, au Japon, ils étaient presque tous comme ça. Et Anne Schmidt, c'est un souvenir, il avait été au Japon dans les années 60, il était revenu enthousiasmé du Japon, il adorait le Japon. Oui, ils étaient tous comme lui là-bas. Alors, ça frappait fort un petit peu au Japon. Et ça a donné naissance au Japon à un autre sport, le shoot wrestling. C'est quoi le shoot wrestling? Pas compliqué. Ça arrive, le danger de ça, c'est que des fois, ça dégénère. Quand on fait ça, qu'on frappe pour vrai, c'est que ça dégénère en vraie bagarre. Il y a des promoteurs au Japon qui ont dit OK, d'abord, allez-y pour vrai. C'est ça qui est devenu le shoot wrestling. Les mêmes règlements en théorie que la lutte professionnelle, sauf que c'est pas arrangé. Ça donne un spectacle qui se passe pas mal plus vite qu'un combat de lutte, par exemple, mais c'est très spectaculaire aussi. Et il y a certains lutteurs professionnels qui se sont essayés à ça, puis des gens qui viennent d'autres arts martiaux. C'est typiquement c'est un phénomène japonais, ça, le shoot wrestling. Et ça découle de cette coutume que les Japonais avaient de taper assez fort quand et là, on parle des lutteurs japonais vraiment du Japon, parce qu'on a vu plein de Japonais en Amérique du Nord, de méchants Japonais, qui, la plupart du temps, étaient des gens d'origine asiatique qui venaient de Californie et de Vancouver. Un des plus célèbres, le premier gros méchant japonais en Amérique du Nord, s'appelait The Great Togo. Et The Great Togo, on peut le voir dans le film de Dr. No de James Bond, le premier James Bond. Okay. Il fait l'espèce de colosse contre qui James Bond. Oui, c'est ça, avec le chapeau. Okay. Là. Alors, c'est le Great Togo, c'est lui, ça. Et évidemment, ça savait que la lutte était arrangée. Entre autres parce qu'à un moment donné, il y a un commentateur aux États-Unis qui avait par erreur donné les résultats du combat de la semaine d'après à la radio. Donc, à un moment donné, ça s'est su que la lutte était arrangée, mais il y avait des débats. Au Québec, on a eu une attitude très ambiguë. Il y a eu même des lois pour obliger les lutteurs à respecter les règlements, ce qui aurait gâché le spectacle complètement. Finalement, il y a eu une commission d'enquête aux États-Unis et Vince McMahon, le grand promoteur de la WWF, est allé et a étalé toute l'affaire. A dit, ben oui, c'est un spectacle scénarisé, on a des scénarios, on fait attention de ne pas se faire mal si possible. Quoique ça, c'est de moins en moins vrai parce qu'avec les acrobaties qu'ils font, il y a de plus en plus de blessures, y compris des commotions cérébrales. Et donc, là, c'est devenu officiel que la lutte, c'est un spectacle. Et ça a permis à des vedettes de venir se pointer, à participer à des spectacles de lutte. On a vu Cyndi Lauper, on a vu Mohamed Ali, on a vu Liberace sonner la cloche, on a même vu Donald Trump, avant qu'il soit président, aller se colter avec des lutteurs. Alors voilà, c'est l'évolution de la lutte professionnelle. Et comme on arrive à la fin de notre émission, je vais dire comme l'ancien commentateur de lutte Jean Brisson, à la semaine prochaine, si Dieu le veut.